Alors, je vais appeler Guillaume Decroix, c'est marqué. Voilà. C'est le modérateur. Bonjour Guillaume. Et donc, dans la construction de notre forum ce matin, donc Pascal Cotentin peut venir, Laurent Servoni et Marie Trélucane vont nous rejoindre sur la scène. On est parti de ce sujet très très important. C'était un socle qui irrigue toute notre réflexion toute la journée, effectivement, autour de la relation très personnelle qu'on a avec notre corps et notre corps avec notre prochain. Et la santé, donc c'était la première table ronde donc, qui permettait de toucher vraiment du doigt les aspects positifs et les aspects beaucoup moins positifs autour de la santé et du sujet des données. Après, on est parti sur ce sujet des jeunes générations, donc on essaie donc à partir des écrans, donc on touche la sphère culturelle, c'est-à-dire que la relation au monde, la relation à la société, ça passe à travers les écrans, et donc on arrive presque logiquement à cette table ronde que modère notre ami Guillaume sur les équipements culturels, formation, éducation. Quel besoin pour la Côte-Fleurie? Pourquoi pour la Côte-Fleurie? Parce que c'est cette relation locale, globale. C'est-à-dire que quand on comprend le besoin des gens à un endroit donné, c'est là où, en fin de compte, on est le plus proche de l'universel. Guillaume. Merci Max. Notre thématique, peut-être au global, c'est la transmission, c'est l'apport, le rayonnement pour la culture. Je vais commencer juste par un exemple. Moi, j'ai donné pendant 15 ans des cours en université auprès d'étudiants. Et j'ai eu une leçon extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte qu'ils vérifiaient en temps réel ce que je disais sur Internet. Voilà, donc ça m'a fait découvrir qu'au fond, il fallait que je sois au point. C'est un aiguillon à la perfection, mais en même temps que voilà, c'était intrinsèquement présent dans leur processus d'appropriation du savoir que d'utiliser le numérique. Alors au fond, sont présents, je vais peut-être vous présenter, c'était écrit sur le programme, Marie Trélucane, vous êtes présidente fondatrice de l'association nationale Unicité. Monsieur Laurent Servoni, vous êtes conseiller municipal de Trouville et directeur d'IA Talian. Et monsieur Pascal Cotentin, vous êtes inspecteur d'académie et directeur académique du numérique éducatif d'Anne, donc auprès du rectorat. Alors tout commence par l'enfance, c'est ce que disait Max tout à l'heure, à l'école. Et Pascal Cotentin, je vous pose la question, que fait l'éducation nationale pour rapprocher le numérique et l'éducation? Bonjour à tous. J'avais mis quelques images parce que je me doutais qu'à ce stade de la matinée, on aurait peut-être des choses. Alors, moi, je travaille avant tout sur l'avenir, c'est-à-dire, contrairement peut-être à ce qu'on a dit depuis ce matin, on essaie de penser l'école de demain, mais elle est presque après-demain, et peut-être pour certains, vous ne la verrez pas. Parce que, comme toujours, l'école, on vient de parler du territoire, ou le territoire apprenant, c'est pas forcément à côté. L'avantage, c'est que sur la Côte-Fleurie, on a Deauville, on a Cabourg, on est en train de travailler sur plein de lieux, pareil en Haute-Normandie, donc vous verrez peut-être des choses. Alors, moi, ce qu'on essaie de faire, alors, je vais vous montrer quelques diapositives, si on peut les passer. Tout d'abord, c'est ce qu'on a dit depuis ce matin. Vous voyez, la vie d'un jeune, c'est ça. C'est l'addiction totale, on est bien d'accord. On a tous un appendice numérique. Les parents donnent des consignes aux enfants et vont dans les toilettes pour ne pas les faire respecter. On a une vie un peu moderne, un peu particulière, mais elle est là. Moi, je travaille qu'avec l'existant et on voit bien qu'il va falloir former les gens pour transformer un peu l'école et pour ramener du positif par rapport à ça. Bon, moi, je travaille beaucoup avec l'étranger parce que, encore une fois, j'ai été 15 ans conseiller pour le recteur de Versailles, donc avec 10% de la France, avec les plus grandes écoles. En revenant, là, parce que je viens pour reprendre ma retraite en Normandie, en revenant en Normandie, mais je vois que le Normand, il n'a pas du tout de vision globale, non pas sur les GAFA, mais sur la vie et les futures aptitudes pour demain. Il n'a pas d'ambition. Et c'est ça aussi qu'il faudra peut-être travailler avec le numérique, parce que ça change complètement la vie. Vous avez parlé tout à l'heure des jeunes. Moi, je fais des tables rondes avec des lycéens. Ils ne vous demandent pas du Wi-Fi, ils vous demandent pas... Non, ils disent on a le 4G.
mettez-nous des prises, et des prises 5 volts pour qu'on amène juste un fil pour connecter nos téléphones. Donc on a un petit décalage par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur l'éducabilité, ce que vivent vraiment les gens. Alors on peut mettre la poussière sur le tapis. Moi j'essaie dans les écoles de réfléchir, et le collègue d'avant sur les parents, je reprends les parents par exemple, dans le conseil d'école, les mères d'élèves, ils nous demandent des prises à la sortie de l'école pour recharger le téléphone, parce que si elles ne l'ont pas dans la voiture, c'est le stress par rapport au travail. Voilà. On est quand même très très connectés au-delà de l'éducation, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de profiter du numérique pour avoir une égalité de traitement. Alors je vais vous montrer 2-3 images. Voilà. Donc notre ministre évidemment veut placer le numérique au sein de l'école, et pour 3 choses. D'abord parce qu'il va bien falloir préparer les compétences de demain. Donc de moins en moins, on aura à apprendre, mais plutôt à comprendre, à apprendre, on le voit bien. Le savoir a complètement changé. Moi, quand j'étais à la fac, on retirait les pages des livres pour que les autres ne comprennent pas. Maintenant, le savoir, il est accessible un peu partout, donc, et pour tout le monde. Et la fracture, elle va être aussi par rapport à ça, par rapport à ce qu'on va faire. Donc pour construire l'école de la confiance, on va travailler des choses différentes. On n'a pas parlé tout à l'heure des outils. Je rappelle que le numérique, c'est qu'un outil. Si le professeur il ne devient pas acteur, scénariste, il ne propose pas des choses, s'il n'a pas beaucoup d'humains, comme disait le médecin tout à l'heure, s'il n'y a pas d'empathie, s'il n'y a pas de relation, ça ne se passera pas forcément bien. Mais on peut le voir par exemple à l'école de Deauville ou de Cabourg, tout ce qu'on a fait sur la robotique, sur la programmation, comprendre. Vous conduisez tous des voitures, vous ne savez sans doute pas comment ça marche. La voiture électrique encore moins. On va essayer de démystifier ça, une dimension avec plus de mobilité et plus d'espace d'apprentissage. Alors, dans le Calvados, il y a une volonté politique de développer tous ces espaces par rapport à ça. Voilà. Et pas forcément mettre plus d'écrans, hein. L'idée, c'est pas d'équiper tout le monde, c'est vraiment de travailler avec les outils numériques quand on en a besoin. Deuxième diapositive, ça va être de modifier les lieux aussi. De plus en plus, les jeunes, pour parler, vont vouloir faire de la web radio, de la web TV. Si vous voulez lutter contre les fake news, autant les construire avec eux pour montrer que c'est assez simple de faire des choses complètement différentes. Beaucoup plus de modularité. Et si vous prenez un centre de culture et de connaissances, autre chose qu'une bibliothèque ou une médiathèque, on va avoir beaucoup de choses, on va pouvoir parler, travailler de manière collaborative beaucoup plus grande. Je rappelle qu'avant, on passait, et on change beaucoup d'examens chez nous, on demandait une performance individuelle, maintenant dans l'entreprise, on demande des performances collectives. Donc il va falloir développer tous ces savoirs et ces connaissances. Et peut-être... alors on travaille beaucoup avec la région. Avec le président Morin, on a 2 grands projets sur les lycées du futur et l'idée d'innovation, en sachant que si votre territoire il veut évoluer, il faudra aussi parler d'innovation par rapport à ça. Donc mieux relié à l'entreprise, mieux relié au métier de demain. Et dernier point, je crois que c'est la dernière, voilà. On a un grand projet autour d'un campus lycéen qui sera situé à Bourg-Achard, où on voudrait vraiment travailler les technologies de demain. Tout à l'heure, on vous a parlé de réalité virtuelle. Quand vous savez que maintenant, on va pouvoir apprendre à souder, on va pouvoir apprendre des gestes professionnels grâce à la réalité virtuelle, c'est-à-dire s'entraîner, c'est ça qui est important. Alors, sur le numérique, ce qu'on développe, c'est vraiment donner du sens à l'école, prolonger l'acte scolaire. Et nous, enfin moi, ma part de chercheur ou d'inspecteur d'académie, c'est vraiment de travailler sur ce qui existe, non pas entrer par les déviances, parce que je vous en ferai une grande liste voilà, par rapport à ça, mais vraiment essayer d'amener l'équité de traitement, et pas uniquement par les outils, mais par le changement des pratiques. Et progressivement, c'est une pédagogie des petits pas, il ne faut pas rêver, mais on pourra petit à petit avoir des services en ligne, mais je pourrais vous en reparler après. Voilà. Merci beaucoup Pascal Cotentin. Il y a la jeunesse, on s'en occupe, la démonstration vient d'être faite à travers l'école et l'éducation nationale, mais il y a d'autres structures parce qu'il y a des élèves qui ne continuent pas, qui sortent du champ scolaire, et je crois que l'association Marie que vous pilotez, que vous présidez, s'occupe de précisément apporter le savoir via le numérique à cette jeunesse. Alors via le numérique, pas seulement, mais effectivement, moi j'allais plutôt aborder l'éducation et la formation pour la Côte-Fleurie ou au-delà, hors l'école, mais potentiellement en lien avec l'école. Donc, à travers l'expérience du service civique et d'Unicité, pour être rapide, donc Unicité est une association effectivement d'ampleur nationale qui est née il y a une vingtaine d'années, convaincue qu'à l'école on développe des connaissances, des compétences, des savoir-être.
il y a des choses qui ne s'apprennent pas sur les bancs de l'école, et notamment la capacité à être avec l'autre, à être dans l'empathie, à être fraternel. Je regarde Max Armanet, parce qu'on est très alignés sur cette vision-là. Et notre vision, c'est qu'il faudrait qu'ils fassent partie de l'éducation de tous les jeunes, au-delà de l'école, de consacrer une année de leur vie à faire des choses pour les autres, avec les autres. Ça a fait naître Unicité d'abord, puis le service civique ensuite. Et donc, en gros, on mobilise des jeunes entre 16 et 25 ans. Donc, 16 et 25 ans, ça veut dire effectivement, certains ont quitté les bancs de l'école un peu tôt. D'autres font juste une année de césure après le bac parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire pour être utiles à la société tout en réfléchissant à leur propre projet de vie. Puis d'autres ont fait des études et font leur césure un peu plus tard avant d'aller dans le monde professionnel. Mais tous, en tout cas, ensemble, décident de donner 8 mois de leur vie quand même à la société, quasiment à temps plein. Donc c'est vraiment une césure. Et on va les mobiliser sur tous les besoins des territoires. Donc ici en Normandie, je regarde Gwenaëlle qui vous sourit, la petite blonde derrière, qui vous en dira plus sur ce qui se passe en Normandie. Donc on doit avoir un peu moins de 200 jeunes ici en Normandie. Mais donc ça va être aller rompre l'isolement de personnes âgées isolées, les aider à garder une forme de mobilité. C'est aussi une manière de prévenir la dépendance. On parlait dans la première table ronde de la prévention de la perte d'autonomie par le télémédecine. Bon, on a plutôt vu que ça ne marchait pas trop à voir, mais c'était pas très clair la réponse. Mais on peut aussi prévenir la perte d'autonomie en faisant en sorte que les personnes continuent à bouger, à sortir de chez elles, à avoir des activités. On a des jeunes qui leur font faire l'apprentissage du numérique pour les personnes âgées aussi isolées. C'est une manière de rester connecté avec la famille. C'est Silver Geek, un programme qu'on a monté avec la Massif, où ils leur font faire même des concours de Wii. Ça marche très bien. Donc, les seules personnes âgées des concours de Wii nationaux, il y a que des jeunes. C'était les personnes âgées accompagnées par nos jeunes. Voilà. Donc auprès des personnes âgées, d'autres jeunes vont accompagner des familles qui ont des enfants en situation de handicap. D'autres, effectivement, à l'école, vont, parce qu'on sait que l'éducation par les pairs, PAIRS, ça marche aussi. Parfois, ça marche mieux. En matière de santé, ça marche très bien. Certains jeunes, on a un programme Repère Santé où ils vont vers d'autres jeunes à la sortie des boîtes de nuit ou dans des lieux d'accueil de jeunes pour les sensibiliser aux conduites à risque, en gros, dans leur diversité. D'ailleurs, l'addiction, même si je ne sais plus si elle existe ou pas, au numérique, ça fait partie des conduites à risque. Mais d'autres vont faire de la sensibilisation au numérique dans les écoles, dans les temps plutôt périscolaires. Donc ça va de la petite sensibilisation au code à effectivement c'est quoi l'intelligence artificielle, mais vraiment en b.a.-ba pour anticiper aussi des potentiels métiers plus tard. À évidemment la question d'un usage citoyen du numérique, comment être un peu critique par rapport à notre usage. D'autres vont dans des bibliothèques, par exemple, organiser des ateliers, je rebondis sur ce que vous disiez, mais des décryptages de l'information. Comment décrypter l'information, les médias, et ce qui est une vraie et une fausse information, etc. Quand c'est des jeunes qui parlent à d'autres jeunes, des fois ça marche. Donc ça marche bien, ou pas, mais ça marche souvent mieux que quand c'est des adultes. Donc voilà, une année au service des autres, et le bilan c'est que c'est triplement utile. Évidemment, ils sont utiles à ces personnes âgées, à ces familles, à des grandes causes éducatives, mais c'est aussi un tremplin pour eux. Un jeune qui passe une année de sa vie à faire des choses pour les autres, on a 82% à la sortie qui sont en emploi ou en formation 6 mois après. Alors que dans les promotions d'unicité, alors en Normandie, on doit être à 38% qui n'ont pas le bac. On n'est quand même pas avec les jeunes les plus favorisés du territoire. On a de la diversité, puisque l'objectif, c'est que ce soit quand même une étape de mixité. Mais quand même, on a beaucoup de jeunes, effectivement, qui ont décroché de l'école assez tôt, qui habitent dans les quartiers prioritaires, on doit avoir 15% en Normandie de mémoire qui sont en situation de handicap, donc qui ont en plus cette difficulté complémentaire. Donc, avoir un tremplin d'insertion comme ça qui marche par l'apprentissage autrement, c'est à la fois un impact citoyen, je me sens utile à la société, à mon territoire, et c'est à la fois un impact professionnel. Alors votre question, c'était quel besoin pour la Côte Fleurie ? Eh bien, notre expérience montre, en tout cas sur mon sujet, le besoin, c'est de développer beaucoup plus massivement. Parce qu'aujourd'hui, nous, on doit avoir 200 jeunes, on a 4 demandes pour une place. C'est-à-dire qu'on dit à 3 jeunes qui ont envie de donner une année de leur vie à la société, non, désolé, on n'a pas de place. Il doit y avoir 350 000 jeunes en Normandie, il y en a 7 000 qui font un service civique, avec 67% des jeunes qui auraient envie d'en faire un. Donc il y a vraiment besoin qu'on développe.
Alors développer comment je pense que j'ai cru comprendre qu'il y avait des entreprises, qu'il y avait évidemment les collectivités locales. L'État fait sa part puisque le service civique c'est maintenant légal, c'est maintenant soutenu par l'État. Et l'État prend en charge 80% des indemnités versées aux jeunes, donc pas complètement 100%, et leur sécurité sociale retraite pendant cette année-là. Le reste, il faut que nous, vous, les collectivités territoriales, nous, les entreprises, soutiennent des acteurs comme nous pour qu'on puisse rendre ça accessible et que cette étape d'éducation, d'apprentissage par l'action citoyenne soit accessible à beaucoup plus de jeunes. Donc pour les collectivités, ça veut dire proposer des missions et accueillir des jeunes, éventuellement en s'adossant à une cité si c'est utile, ou pas si c'est pas utile. On a par exemple un programme avec le Centre national du cinéma où les jeunes vont, d'ailleurs en partenariat avec l'éducation nationale aussi, essayer de relancer les ciné-débats, les ciné-clubs dans les établissements scolaires, essentiellement les lycées et les collèges un peu. Ça pareil, il faudrait qu'avec la région, l'académie ici, on puisse développer ce programme pour qu'il y ait beaucoup plus de jeunes puisque c'est de l'apprentissage et de la culture. Donc il y a plein de pistes comme ça. Je crois qu'il y a l'élu au tourisme de la région qui vient tout à l'heure. On avait un programme sur Paris de volontaires qui accueillait les touristes autrement, à les faire découvrir hors des sentiers battus, faciliter l'accueil des touristes en situation de handicap. Ça, c'est des choses qu'on pourrait développer sur la région aussi. Voilà, il y a plein d'idées, mais c'est vrai que là, et les entreprises et les collectivités et nous, on peut y travailler évidemment en lien avec l'éducation nationale pour rendre ça possible pour plus de jeunes ici, aussi sur la Côte-Fleurie. Merci beaucoup Marie, merci. Donc l'école s'investit pour l'apprentissage du numérique, les structures de type associative aussi. Et finalement, je me tourne vers le dirigeant d'IA Alliance. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est finalement quelque chose qui apparaît comme une menace ou au contraire comme une promesse? Merci beaucoup. Donc effectivement, je dirige une équipe d'intelligence artificielle actuellement, et avant j'avais une société de conseil dans le numérique. Je ne reviendrai pas sur les aspects éthiques parce que ça prendrait la journée, mais on ne peut que constater que le numérique et l'intelligence artificielle modifient à la fois la façon d'enseigner et le contenu des enseignements. Sur la façon d'enseigner, si on reprend par exemple la médecine dont le docteur Régis Léo parlait ce matin, les étudiants en médecine, depuis 2 ou 3 ans, quand ils passent leurs examens, c'est entièrement sur tablette. Avant, ils avaient un formulaire papier à renseigner. Maintenant, dans toutes les écoles, dans toutes les universités de France, c'est entièrement sur tablette. Et sur la forme aussi de l'enseignement, les amphithéâtres se vident puisqu'ils n'ont pas de sens à aller dans un amphi, ou d'ailleurs des fois ils sont dans l'amphi annexe pour regarder le cours en vidéo, puisque de toute façon ils ont l'ensemble des enseignements sur vidéo à domicile, et donc ils peuvent suivre le cours en décalé aux heures à laquelle ils le souhaitent, etc. Donc dans le supérieur, évidemment, ça impacte ce type d'enseignement-là. Et dans les écoles, dans l'éducation nationale aussi, il y a un accès au savoir qui est différent puisque l'enseignant se trouve confronté à des enfants qui ont accès à des encyclopédies en ligne gratuites. Avant, pour avoir l'encyclopédie Universalis en 21 volumes, il fallait la place et l'argent pour l'avoir. Aujourd'hui, que le contenu soit exact ou pas, ils ont accès à Wikipédia et donc accès à un certain nombre de contenus, ce qui peut instaurer une forme de pédagogie dite inversée, où l'enseignant finalement va se comporter de manière différente avec l'enfant, lui confier des exercices à faire qui seront nécessairement différents aussi de ce qu'il faisait avant, puisque les réponses aux exercices, s'il prenait des exercices classiques, sont nécessairement sur Internet, et que le gamin les trouverait avant même d'être arrivé à la maison. Donc la forme même de l'enseignement est modifiée par le numérique et aussi par l'intelligence artificielle qui permet de construire des cours de manière automatique, d'avoir des apprentissages qui sont différents. Et le contenu même de l'enseignement est aussi modifié. Je vais reprendre à nouveau l'exemple médical puisque Régis est en face de moi. Aujourd'hui, les programmes d'intelligence artificielle ont atteint un niveau de compétence qui fait que sur certains sujets, par exemple l'analyse d'images, l'IRM, les radios, sont analysées par un programme d'IA de manière plus pointue qu'un médecin humain peut le faire. Donc c'est un outil d'aide à la décision, évidemment, pour le médecin, je ne dis pas de remplacement, mais un outil d'aide à la décision pour le médecin qui est très très important et qui évidemment est enseigné de plus en plus en fac
Et on peut penser que dans quelques années, le métier par exemple de radiologue, qui est déjà un métier qui est relativement technique, va de plus en plus avoir l'analyse de la radio qui est faite par un programme d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que cette forme de contenu qui est enseigné va nécessairement évoluer. Mais c'est le sens de l'histoire. Lorsqu'on a préparé le débat, je prenais l'exemple de la personne qui allumait les réverbères avant qu'il y ait l'électricité. Quand il y a eu l'électricité, il n'y avait plus personne pour allumer les réverbères et les métiers ont évolué. Donc bien évidemment, il faut que l'éducation nationale fasse aussi évoluer ses contenus. Il y a eu beaucoup de programmes sur comment apprendre à coder, comment apprendre à programmer. On est déjà dans le coup d'après, puisque avec l'intelligence artificielle, vous n'êtes pas nécessairement obligé de programmer. Par exemple, pour faire un site internet, vous avez ce qu'on appelle de la génération automatique de code, et donc vous dites ce que vous voudriez avoir, et le programme est généré automatiquement par un programme d'IA. Donc, d'enseigner la manière de programmer et programmer, je suis désolé, c'est déjà un peu tard. C'est-à-dire que maintenant, on peut passer au coup suivant, qui est d'avoir une certaine expertise en intelligence artificielle. Mais on voit bien que tout ça, pour que ça fonctionne, eh bien, il y a d'abord un premier prérequis, c'est que le gamin, quand il rentre chez lui, il faut qu'il ait accès à Internet, il faut qu'il ait du haut débit. Et donc, c'est paraît bizarre de dire ça encore en 2019, mais c'est que l'enjeu du programme de très haut débit pour tous à 2000X, puis 2020, puis 2022, puis 2025, eh bien, quand le gamin il rentre chez lui, il a une tablette qui lui est offerte par l'Éducation nationale. Si la tablette, elle sert pour mettre le plat dessus parce qu'il n'y a pas d'accès à Internet à la maison, c'est une vraie rupture. Et si celui qui habite à 800 mètres plus loin, il a accès à Internet à haut débit, eh bien, il n'a pas le même confort d'apprentissage. Donc ça paraît étonnant de redire ça. On l'avait déjà dit sans doute l'an dernier et puis l'année d'avant. La couverture du territoire à 100% en très haut débit, c'est indispensable parce que sinon ça crée des ruptures entre ceux qui habitent dans un quartier puis ceux qui habitent dans l'autre quartier. Donc ça c'est le premier enjeu et j'ai un élu important devant moi donc je le lui redis, il le sait bien que c'est important que sur 100% de la commune, et c'est évidemment pas 99 ou 98, tout le monde doit avoir cet accès en 4G ou cet accès plus tard en 5G ou l'accès en fibre à domicile, ça c'est évidemment essentiel. Et puis parce que je ne sais pas quel est le temps qui me reste, mais donc je vais donner une autre piste de réflexion, c'est que là où on voulait faire effectivement dans le cadre par exemple de la grande école du numérique, des endroits où on va apprendre à programmer, etc., eh bien je pense que maintenant il faut que ça soit dans le cadre de partenariats public-privé, parce que l'État, comme on le sait, ne peut pas tout, et les collectivités non plus. Quand on voit que l'État a investi 1,4 milliard dans l'intelligence artificielle, l'État français, et que Samsung investit 22 milliards dans l'IA, on se dit que voilà, il y a une petite rupture d'égalité. Donc évidemment, les collectivités ne peuvent pas se battre contre ces groupes privés. Donc il faut des partenariats publics-privés pour développer des centres de compétences locaux où on va apprendre aux gens à manipuler les données, à avoir effectivement une certaine éthique dans l'utilisation des données, la manière dont elles sont diffusées, et d'utiliser toutes ces briques de logiciels d'intelligence artificielle qui sont entièrement gratuites sur Internet, qui sont accessibles à tous. Là aussi, il y a des aspects éthiques dont on pourrait discuter sur Google, Facebook, etc., mais qui, dans le domaine de la recherche, parce que ça les arrange aussi, mais dans le domaine de la recherche, mettent à disposition de tout le monde toutes les briques d'IA qui fait que aujourd'hui, tous les centres de recherche en France ne développent plus finalement beaucoup de nouveaux algorithmes, mais s'appuient pour faire les expérimentations sur ces algorithmes qui sont fournis entièrement gracieusement et que énormément de boîtes utilisent. Donc, vous voyez que aussi le contenu des formations doit être adapté et peuvent être mises en place au niveau local, donc avec des centres de compétences qu'on peut déployer pour peu qu'il y ait accès à Internet. Merci Laurent Servoni, merci de ces propos. Donc, je vois qu'au fond, vous avez anticipé ma question suivante, qui était le sous-titre de ce forum, c'était le premier laboratoire d'idées en Normandie. La meilleure couverture ou une excellente couverture semble être l'idée maîtresse qui pourrait conduire à diffuser à la fois le savoir, l'éducation et la culture via le numérique. Alors je me tourne vers nos deux interlocuteurs. Nous sommes donc dans le premier laboratoire d'idées en Normandie. Est-ce que, tout de suite, à brûle pour point, Marie, vous viennent un certain nombre de propositions, d'orientations, de pistes qui pourraient être travaillées ?
J'en ai déjà évoqué un certain nombre tout à l'heure. Pour du coup compléter, et ça me fait, évidemment, les interactions font réfléchir. Le lien avec l'éducation nationale, on a expérimenté, je me dis que le laboratoire d'idées ici en Normandie pourrait aider à aller plus loin. Comment une année d'engagement, que peut être une étape de service civique par exemple, peut être un moyen de prévenir le décrochage scolaire, voire de raccrocher des jeunes avant qu'il soit trop tard, vers 16-17 ans. On l'a un peu expérimenté à des petits niveaux, mais ici en Normandie, ça pourrait faire partie des choses qu'on pourrait essayer de réfléchir avec l'académie, avec la région, avec les villes intéressées, de proposer à ces mineurs de 16-17 qui sont en train de quitter l'école pour toujours, de faire cette petite césure citoyenne, peut-être avec... bon alors, donc ça n'a pas de lien avec le numérique, mais c'est un lien avec l'éducation, la formation. Ça peut être une des pistes. Nous, on l'avait appelé Booster, ce programme, dans nos petites expérimentations, mais ça fait partie des choses qui ne sont pas systémiques du tout. Et on en a parlé avec le ministre de l'Éducation nationale. Ça fait partie des sujets, puisqu'il va y avoir une obligation légale pour l'État de proposer des choses, des formations, quelque chose pour les 16 jusqu'à 18 ans. Au-delà des 16 ans obligatoires, on est maintenant monté à une obligation pour l'État de proposer quelque chose pour les jeunes jusqu'à 18 ans. Et dans les quelque chose qui marche, il peut y avoir ça, une espèce d'alternance de remise à niveau sur les savoirs fondamentaux et de 3 jours sur des missions revalorisantes d'intérêt général qui permettent aux jeunes de regagner confiance. Ça, c'est une des pistes que je trouve intéressante pour ici. En complément de celle que j'ai dit tout à l'heure, les autres, c'est en gros de faire du gagnant-gagnant en disant aux jeunes, je vous donne une année d'expérience valorisante, ressourçante, d'utilité sociale, mais sur des grandes causes pour la région. Et parmi les causes, il y a sans doute l'éducation, l'accompagnement à l'usage du numérique pour les populations qui en sont exclues, qui en sont très éloignées et pour qui c'est un problème. Il y a sans doute les enjeux écologiques, en complément de ce que j'ai pu dire tout à l'heure. On a un programme avec Enedis, je crois qu'ils viennent tout à l'heure, il faut qu'on développe ce genre de choses, où les jeunes font les volontaires de la transition énergétique avec Enedis. 16, voilà. Ça, c'est super, parce que c'est aider à l'insertion des jeunes en faisant que les jeunes aillent prévenir la précarité énergétique dans les quartiers les plus en difficulté. C'est gagnant-gagnant et ce genre de choses, il faut développer. Merci beaucoup, Marie. Alors, cette main tendue de Marie à l'Éducation nationale, Pascal. Merci. Tout d'abord, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, c'est que c'est pas Normandie connectée, c'est territoire connecté. Alors, si on prend que la côte fleurie, il faudrait peut-être aussi travailler sur l'ensemble du territoire. Vous voyez bien qu'il n'y a pas... moi, j'ai fait quand même beaucoup d'écoles là, depuis que je suis rentré. Je ne vais pas comparer à ce que j'ai vu à Versailles ou aux Hauts-de-Seine, mais il faut aussi les regarder à côté, quoi. Je le dis souvent dans l'heure, comme j'étais de l'autre côté à Mantes ou au Muro, il y a aussi des choses complètement différentes. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de rapprocher les actions et les décisions au plus près du terrain. Je crois qu'il faut arrêter de penser que tout le monde est pareil, que tout le monde dit pareil. Et sans doute repartir. C'est vraiment une pédagogie des petits pas, mais après, peut-être voir en termes de territoire des complémentarités. Quand je vois qu'on va faire un équipement assez lourd dans une école et que peut-être à 2 km, il y en a une autre. Donc je pense que les EPCI et le nouveau territoire pourraient être une solution. En région parisienne, on faisait du busing pour croiser les catégories socio-professionnelles. Je pense que là, on pourrait le faire pour travailler autrement. Et au niveau culturel, on le verrait tout de suite. Et du coup, on ferait de l'éco-citoyenneté. On pourrait très bien, quand je vois le nombre de bus scolaires qui circulent avec rien dedans, on a fait des essais dans l'Orne avec le Wi-Fi, avec des tablettes pour passer autre chose, et pas que Netflix, comme ça il décroche un peu, il décroche pas de l'écran, mais au moins du thème. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose. Après, il faut être assez modeste parce que accompagner, c'est faire avec. On a trop tendance, moi je suis désolé, je suis inspecteur académie, maintenant je vais bientôt partir, je peux dire ce que je pense. On a trop fait à la place des gens. Non, mais on a trop fait à la place des gens. C'est-à-dire qu'accompagner, c'est vraiment faire aussi avec le territoire, avec... là, il y a 2 villes côte à côte qui ne font pas forcément la même chose en éducation. Et travailler avec les cadres et les personnels, et pas contre les personnels. C'est pas évident par rapport à ça. Après, quand même, si vous relisez... Michel Serres ou Petite Poussette autre, il faut être très très prudent. Et quand j'ai entendu tout à l'heure des propos, je me suis dit je vais reprendre une circulaire qui m'a touché parce que je devais avoir 8 ans quand elle est sortie. On a fait une circulaire le 3 septembre 65 qui s'appelait Apprentissage de l'écriture. C'est juste cette circulaire qui a permis d'utiliser le bic en classe par rapport à la plume Caster-Faber. Alors je vous lis quelques trucs, parce que Sergent Major, etc. Enfin bon, ça c'est de la marque, ça c'est entre Apple et Samsung, là, votre truc. Faites attention. Attention. Ça s'appelait
aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, l'apprentissage de l'écriture, 65. Les instructions ministérielles, et notamment celles de 1938, ont rappelé qu'il convenait d'obtenir de tous les élèves une écriture lisible, nette et soignée. Donc déjà, on essaie de ne pas se contredire. Ces instructions gardent aujourd'hui encore toute leur valeur, en plus des qualités générales de la langue développées chez les enfants et les expériences. Il convient toutefois de constater que de nos jours, on utilise couramment une écriture cursive qui ne nécessite à aucun moment une pression différenciée de la main. Les traits ont une largeur uniforme et sont tracés dans un mouvement continu. On est en 65, hein. Il n'y a donc pas lieu d'interdire les instruments à réservoir d'encre, ni même les crayons à billes, qui procurent des avantages de commodité pratique, à condition que ce soit bien choisi et qu'ils permettent, sans effort excessif des doigts, du poignet et de l'avant-bras, on avait dû faire appel à un médecin, d'obtenir progressivement une écriture liée, régulière et assez rapide. Les maîtres veilleront toutefois au bon emploi de ces divers types d'instruments et feront apprendre des graphes correspondant à leur bon usage pour le ministre. Imaginez si je faisais la même pour le numérique, là, ce serait intéressant quand même. Mais on voit hein, ces paliers de maturité ou de développement, c'est 65, c'est pas si loin que ça, quoi. Et moi, j'ai dû être en plein dedans, donc voilà, j'ai dû être en CM, mais c'est aussi ça qu'il faudra. Un peu de courage politique, un peu de courage peut-être de territoire pour dire amenons à nos Normands aussi une autre vision. Et je répète aussi hein, la vision un peu internationale des compétences de demain, parce que je trouve quand même, en revenant ici, alors c'est vrai que le Normand est taiseux et sans doute sur lui-même, mais il faut aussi qu'il s'ouvre un peu, parce que là, la technologie, elle va lui balayer, c'est pas que l'intelligence artificielle. Il a peut-être l'intelligence, mais l'artificiel, ce sera lui. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Je sens que nous terminons cette table ronde avec quand même une approche plus optimiste que ce matin, avec toutes les menaces qui planaient. Normal, c'est la jeunesse, il faut croire en l'éducabilité, sinon on est foutu. Hein. Voilà. Merci beaucoup, merci.